Lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun, mesdames, messieurs, vous savez que vous avez rendez-vous avec votre tribune panafricaine sur Info TV. C'est Ouro Africa, 1h30 d'échange, de réflexion sur les grandes problématiques qui justement meublent l'actualité du continent. Et ce soir, nous allons revenir sur les suites du sommet extraordinaire du côté de Brazzaville, les suites du sommet extraordinaire de la CEMAC avec cette problématique qui n'en finit plus justement de faire réagir. S'achemine-t-on tout doucement vers une dévaluation du franc CFA en zone CEMAC? Une interrogation qui a été partagée par les chefs d'État réunis du côté de Brazzaville. Une interrogation qui justement fait penser et réfléchir dans les capitales de la zone CEMAC, une interrogation qui fait aussi peur même au niveau des citoyens de la zone CEMAC qui ne savent plus quelles pourraient être les conséquences d'une orientation pareille. On est justement en droit de se poser la question ce soir, est-ce qu'on va vers la dévaluation du franc CFA? Et pour ce faire, ils sont déjà en plateau avec nous, économistes, analystes, hommes de sciences, hommes de culture, pour justement donner leur avis et opinion sur la question. On va aussi faire un tour, léger tour du côté même de Brazzaville encore, mais là aussi en parallèle avec Oyo, la ville où le président Denis Sassou Nguesso a reçu son homologue de République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, pour un entretien dans la convivialité africaine. On en parlera, on dira un mot sur cette rencontre en introduction de ce plateau de Ouro Africa. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit, c'est 1h30 d'échange panafricain sur Info TV. Je prends un léger break et je reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, on parle beaucoup d'économie ce soir avec ce spectre désormais planant et menaçant même de la dévaluation en zone CEMAC. S'agit-il d'une fiction ou alors d'une réalité qui pourrait s'abattre sur la zone? La question est posée. Et pour nous accompagner donc dans cette réflexion, ils répondent déjà 3 à l'appel sur les 5 invités. Je vais commencer par vous, à ma gauche, Franck Manson. Vous êtes acteur de la société civile, vous êtes directeur de publication, vous êtes observateur attentif. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci de me convier à cette invitation. Merci également pour les sujets déjà extrêmement sensibles que tu mets sur le plateau, tout en nous donnant l'occasion d'apporter nos opinions. Je dis également bonsoir à mes co-discutants, sans manquer de saluer nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et je voudrais également faire un coucou aux techniciens qui exercent dans l'ombre, sans lesquels nous pourrons réaliser cette émission de qualité. Merci Franck Manson pour le salut à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Il est question d'économie, je l'ai dit, et le docteur Julien Ongene, un économiste que l'on ne présente plus sur la scène scientifique camerounaise, africaine et même internationale, une fois de plus nous accompagne ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs de par le monde, toujours honorés d'être des vôtres.
Merci, merci docteur. Plus besoin de vous demander comment est-ce que vous vous sentez. À vous voir, on sent que vous allez évidemment bien. Vous avez pu l'apercevoir lui aussi. Docteur Jean de Dieu Evouna, lui aussi répond présent à l'appel ce soir. Bonsoir. Bonsoir M. Maragan, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un bonheur d'être au cœur de l'Afrique, à Ouro Africa, où nous analysons, décryptons les questions de géopolitique africaine et des influences et autres. Je crois que nous serons toujours à la hauteur ce soir de pouvoir analyser la question aussi épineuse que le franc CFA. Merci à vous, Jean de Dieu Evouna, pour la présence. En attendant que le reste de la team nous rejoigne, on a dit on va faire un léger break du côté de Oyo. Oyo, c'est une ville importante du côté de la République du Congo, République Sassou Nguesso, si vous le voulez. On va prendre justement en compagnie, avec l'aide de notre correspondant de ce côté, lui, Marcel Satou, on va prendre justement cette communication qui nous met en scène deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit, et son homologue de République démocratique du Congo, le président Tshisekedi. On prend l'extrait et on revient tout de suite après. Arrivé le samedi 24 janvier à Oyo pour une visite de travail, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur des questions d'intérêt commun. Félix Antoine Tshisekedi a déclaré à la presse qu'il a besoin des conseils du président Denis Sassou Nguesso, sage d'Afrique. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Après donc les échanges de plus de 2 heures qu'il a eu avec le président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État de la RDC a regagné son pays samedi soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Grand bravo et merci à lui, Marcel Satou. Je l'ai dit, c'est le correspondant Info TV du côté du Congo-Brazzaville qui a permis à ce qu'on puisse avoir quelques clichés comme ça de cette visite. Rencontre au sommet entre les deux chefs d'État voisins. Jean de Dieu Evouna, je me tourne vers vous. C'est des images qu'on aimerait voir multipliées sur le continent. Ces chefs d'État qui ne vont pas qu'en Occident, mais qui se fréquentent de façon conviviale et fraternelle même entre voisins. Oui, nous aimerions voir ce genre d'images se multiplier. Est-ce qu'il y en a? Et s'il n'y en a pas, le véritable problème se situe au niveau d'un peu de retard, parce que j'ai écouté le président Tshisekedi qui vient auprès de son aîné, ce qui est vrai, s'enquérir de recevoir des conseils, de la sagesse africaine. Oui. Mais je trouve ça un peu tard. Pourquoi? Parce que... C'est tard de voir son aîné? Non, le problème c'est qu'il a déjà signé, il a déjà pris des engagements. Il a déjà pris des engagements aujourd'hui dont j'ai l'impression qu'il revient maintenant au niveau de la sous-région pour questionner, parce qu'il le dit lui-même, il y a des accords qui ont été signés et certains ne les appliquent pas, certains ne les respectent pas. Et bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Lorsqu'il allait aux États-Unis avec son voisin qui est une épine sous son pied, le Rwanda, est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'avant d'y aller, signer pour brader les richesses du Congo démocratique, les livrer comme ça entre les mains d'une puissance impérialiste, consulter son aîné, je dirais même son père, pour en savoir, pour voir dans quelle mesure il peut gérer cette question d'influence, cette question importante. Nous avons vu des puissances comme les Émiratis, et le Qatar et autres défiler au Congo, aller jusqu'au Qatar. Pourtant, le vieux était là. Pourquoi c'est maintenant où
les choses coincent, où tous ces accords ne sont pas respectés, qu'il vient voir le doyen, je me questionne. Je ne suis pas en train de, comme ça, de culpabiliser un chef d'État. Je suis simplement en train de me questionner pourquoi, en ce moment, alors que lorsque les choses se présentaient, lorsque les choses étaient un peu plus chaudes, il aurait fallu qu'ils viennent. Pourquoi pas seulement, pourquoi pas au niveau du Cameroun? On a vu d'autres venir comme ça, au niveau du Congo-Brazza, essayer de voir les autres, comme on a vu le président centrafricain venir prendre des conseils aussi. Il est important de consulter ceux qui ont mis du temps, ceux qui ont su déjouer un certain nombre de plans, de complots, ou alors ils ont de l'expérience, ils ont de la stratégie, et il n'est jamais trop tard, il est venu, ok. Merci Jean-de-Dieu Evuna. Il nous a rejoint sur ce plateau, le docteur Jean-Moïse Mbok. Lui aussi répond désormais présent à l'appel. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux milliards de téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que nous sommes suivis dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, et nous vous remercions, vous, pour cette opportunité que vous nous donnez de venir non seulement apprendre des autres, mais aussi apporter notre petite pierre à l'édification de ce grand construit qui est l'Afrique responsable, qui est l'Afrique sérieuse, qui est l'Afrique unie, unie depuis la base, parce qu'il faut le rappeler. Nous pensons qu'en haut, au sommet de la pyramide, il peut y avoir un travail qui se fait, mais nous pensons aussi qu'à la base, la société civile, les médias, les hommes politiques, les intellectuels doivent faire un travail de manière à ce que quand un Congolais nous rencontre, qu'il soit à l'aise de nous rencontrer. Quand un Gabonais nous rencontre, qu'il soit à l'aise de nous rencontrer. Donc nous faisons notre part du travail en disant à nos frères qui nous suivent de partout en Afrique, nous sommes vos frères, nous sommes vos amis, nous sommes vos petits frères pour certains, vos aînés pour d'autres, et nous sommes fiers d'être africains comme vous. Merci pour l'invitation. Je reste avec vous, Jean-Moïse Mbok. Vous arrivez au moment où nous épiloguons sur cette rencontre au sommet entre deux voisins. Le président Sassou et le président Tshisekedi qui se sont rencontrés de façon assez fraternelle. On a pu apercevoir avec le concours de la réalisation quelques séquences de cette visite-là. Alors, je le disais, c'est des images qu'on aimerait voir multipliées sur le continent. Ce type de rencontres fraternelles, au-delà des sommets, au-delà des rencontres officielles, mais de relations de bon voisinage et de voisinage qui pourraient permettre aux plus jeunes d'apprendre des plus anciens dans le magistère, justement, de la présidence. C'est exactement le type d'Afrique que nous voulons aujourd'hui. Vous savez, l'Occident ne se construit pas au hasard. Vous avez dans certains pays le club des anciens chefs d'État qui participent en fait au conseil, aux idées, aux construits, aux stratégies pour que les nations se développent. Aujourd'hui en Afrique, nous avons les anciens qui sont déjà partis, et il y a les anciens qui sont toujours en poste. Et le président Sassou, effectivement, fait partie de ces anciens qui ne demandent qu'à être respectés. Parce que nous mélangeons parfois tout en Afrique. Il y a le temps des élections où on doit se taper dessus. Et il y a le temps du respect de l'aîné. D'ailleurs, il y aura élection du côté du Congo-Brazzaville le 15 mars prochain. Le président Sassou va se représenter face à l'électorat congolais. Bon, nous espérons que le peuple congolais est à l'aise avec sa gouvernance et nous le souhaitons que ça continue parce que, quoi qu'on dise, nos anciens aujourd'hui, moi personnellement j'ai l'impression qu'ils cadrent avec la démocratie que nous souhaitons avoir en Afrique. Parce que nous parlons aussi tout le temps de la démocratie africaine, qui est en fait la démocratie de la sagesse, la démocratie des anciens qui communiquent quelque chose de nouveau aux jeunes et aux jeunes de savoir s'en servir. Donc je salue non seulement cette rencontre, je salue cette initiative du jeune Tshisekedi qui va vers l'aîné. On l'a vu avec le Cameroun, on l'a vu avec la Guinée équatoriale, parce qu'il y en a qui vont également voir le président Obiang Nguema. Oui. Donc on voit bien que l'Afrique centrale a une richesse du leadership qu'on peut exploiter pour le bien de l'Afrique. On peut leur reprocher des choses à ces anciens. On peut ne pas aimer certaines choses, mais il faut reconnaître, les auteurs vous le disiez, qu'ils ont une expertise à déjouer. C'est un plan, c'est un projet qu'il faudrait quand même savoir maximiser. Ils ne sont pas éternels. Il faut savoir maximiser. Donc je salue cette initiative et pour moi je fais le parallèle en disant aux plus jeunes qu'il faut savoir aller vers les aînés. Il faut savoir apprendre des aînés. La gouvernance, c'est comme la roue, on ne la réinvente pas.
elle existe déjà. On peut simplement l'améliorer, lui donner plus de crampons, plus de résistance, plus de force, mais la roue reste la roue. Tshisekedi a beaucoup à apprendre de Sassou Nguesso, qui est un vieux routier de la question de la gouvernance Et des en enjeux Afrique géopolitiques. et pour l'Afrique. Et il faut rappeler que Tshisekedi ne va pas vers lui juste pour une visite de bisounours. J'étais moi non plus. Le président Sassou Nguesso a un carnet d'adresses qui peut être utile. Oui. Voilà. Donc, quand on va vers un aîné, ce n'est pas juste faire la salutation ou la politesse, mais c'est aussi bénéficier et des conseils et de la méthode, de la stratégie de l'aîné. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le jeune qui allait voir le père puisse rentrer avec quelque chose qui va permettre que le Congo démocratique se porte bien. Parce que nous sommes une seule Afrique. Quand ça ne va pas en RDC, nous sommes tous en droit de faire comme ça. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, docteur Nguéné, deux pays frères qui se rencontrent au sommet, la RDC et le Congo-Brazzaville si vous voulez. On sait les tensions qu'il y a à l'est du Congo. On connaît le potentiel de ces deux pays-là, hydraulique et minier pour les deux. Est-ce qu'on peut espérer que quelque chose de positif pourra rejaillir de cette rencontre au sommet entre les deux chefs d'État qui aspirent chacun à sa façon d'être acteurs de la paix dans la sous-région? Moi, je crois que lorsqu'on est panafricaniste, on devrait avoir ce genre de rencontre. Parfois, je me pose la question de savoir combien de panafricanistes a-t-on en Afrique. C'est vrai que nos chefs d'État ne se fréquentent pas assez. C'est toute la... très rare. Oui, c'est exactement. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai l'impression qu'il se parle plus par téléphone que en C'est présentiel. dommage. Pourtant, il faut qu'ils se rencontrent. Oui. C'est-à-dire, cette chaleur physique. C'est même un message. Oui, cette chaleur physique, elle nous parle, elle dit beaucoup de choses. Moi, je suis très gêné de voir, par exemple, le président Tshisekedi aller aux États-Unis pour trouver les problèmes. À Qatar, là, à Par Dubaï. exemple. Mais qu'est-ce qui empêche les 54 ou 52, les 52 autres, quand on exclut les deux autres, à s'asseoir et dire la RDC, c'est le pays de demain. La RDC, certains indicateurs de la RDC peuvent lui permettre, au bout de 5 ans, de devenir un pays émergent. Oui. Je rappelle qu'au sommet de Johannesburg... Ils ont la population, ils ont les richesses. Oui, au ils ont sommet tout. de Johannesburg, en 2023, la RDC avait déposé son dossier pour être membre des BRICS, mais n'a pas été admis à cause de certains indicateurs qui n'étaient pas encore assez solides et consolidés. En réalité, si les 52 chefs d'État africains étaient panafricanistes, en réalité, ce problème devrait être résolu entre Africains. C'est un problème africain. Il est anormal que le voisin le plus proche, que le frère, voilà, avec une complicité occidentale, ça devient une palabre africaine. En réalité, ce problème doit se résoudre auprès de la palabre africaine, à mon sens. Et j'appelle les chefs d'État africains à être panafricanistes. Une rencontre comme celle-là, pour moi, devrait Devrait se multiplier. chaque jour, à mon sens. Merci Julien Nguéné. Je prends l'avis de Franck Manson sur le plateau. Alors Franck, je le disais, et la remarque pourrait être faite par tous ceux qui nous regardent, nos chefs d'État ne se fréquentent pas assez. Certains aiment bien les estrades occidentales, alors qu'il y a des voisins chez qui on peut toujours apprendre de ceci ou de cela. Est-ce que vous pensez que justement, il serait opportun de multiplier ce type de rencontres-là, de façon à ce que l'on puisse avoir une Afrique du voisinage qui se construit et qui justement va de l'avant? Stéphane, permettez, avant de répondre à votre question intéressante, que je mette un peu une image sur la table qu'a suscité un angle de l'analyse de M. Nguéné. Imaginez que vous avez deux antilopes qui se battent et qui ne sont pas capables de s'entendre. Et qu'à un moment donné, ces antilopes vont vers le lion pour chercher la solution à leurs problèmes. Et qu'est-ce qu'il en serait? Nous nous rappelons tous de la rencontre qui a eu lieu entre le président rwandais Tshisekedi et à la Maison Blanche. Oui. Voilà, donc en fait, je fais juste un parallèle là pour laisser le soin à tout un chacun d'apprécier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour répondre à ta question, pourquoi les chefs d'État ne se fréquentent pas? Il faut le dire clairement, c'est tout simplement parce que les nations sont gérées un peu comme des patrimoines personnels, individuels. Bien sûr. C'est-à-dire que aucun chef d'État, dans le fond,
ne se pense dans la dimension collective, collectivité inhérente à l'Afrique. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun se dit, je suis chef d'État dans ma maison, je suis maître. Mais il y a des espaces, c'est moi qui devrait justement interpeller nos chefs. Oui, bon, là c'est encore un autre sujet très très profond. Quand on sait très bien, si on va dans les origines justement de ces institutions, d'où ça vient, vous voyez que ça nous amène un peu. Ça va nous amener loin, mais je reste toujours avec vous, Franck Manson, je ne vous lâche pas. Est-ce que justement, c'est pas le gap générationnel qui oppose, entre guillemets, opposer vraiment entre guillemets, nos chefs? Qu'est-ce qui pourrait bien lier un président Idriss Déby à, par exemple, un président Obiang dans une réflexion ou alors dans un échange? Justement, ce qui devrait les lier, déjà, il faudrait que les jeunes soient conscients qu'ils peuvent tirer des anciens et que les anciens soient véritablement représentatifs d'une certaine expérience, d'une certaine expertise. Que ces anciens inspirent également de la confiance aux jeunes. Et que les jeunes ne soient pas de mauvais jeunes. Et que les jeunes également ne soient pas de mauvais jeunes. C'est-à-dire, ça va de pair, Stéphane. Et maintenant, un autre élément par rapport à l'image que nous avions tous vue. L'image, elle est belle. Mais l'image doit être soutenue, Stéphane, d'une vision, d'un fond commun. Voilà. Une vision commune, collective, relative au développement de l'Afrique. Donc, normalement, quand les chefs d'État se rencontrent, tel que ça a été le cas, est-ce que des réflexions sont menées pour construire un idéal collectif? Encore que je voudrais bien le rappeler, les deux Congos, autrefois, c'était un empire. C'est un même peuple. Ils ont un même ancêtre. Plus loin, ils ont même une même histoire. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on se pense comme une entité différente de l'autre? Vous voyez bien que ce sont ces barrières, en fait, que l'on doit travailler à briser pour construire, en fait, une Afrique puissante. Parce que le problème qui oppose aujourd'hui la RDC au Rwanda, c'est tout simplement parce que la RDC représente un potentiel important. Et ce potentiel a fait beaucoup les affaires des industries des multinationales. Et le Rwanda, aujourd'hui, apparaît comme le pays qui est utilisé justement par ces multinationales, derrière ces multinationales, ces nations impérialistes. Vous voyez, pour soutirer tout ce dont ils ont besoin pour développer les forces économiques, les forces militaires, j'en passe. Donc je pense que c'est ça la réalité de la chose. Donc les pays africains devraient plutôt mener des réflexions dans le sens de construire une unité forte. Pourquoi nous ne nous posons pas la question à savoir, ou alors nos grands frères qui dirigent, pourquoi est-ce que Kadhafi a été invincé? Ben c'est parce que Kadhafi avait eu cette réflexion. Et si on a invincé Kadhafi, ça voudrait dire que c'est une dynamique qui pourrait sortir l'Afrique justement de la dépendance de ces nations occidentales et ça les ferait beaucoup de mal. Moi, je pense que nous devons plutôt exceller la réflexion dans ce sens et que les Africains ne se laissent plus prendre dans le piège. Puisque quand Kadhafi a été attaqué, mais on a comme l'impression qu'il n'avait pas été soutenu. Pourtant, il avait mis sur la table une cause qui ne devait pas profiter essentiellement à la Libye, même s'il n'avait pas eu une belle appréciation de ses moyens. Je pense que ça a certainement servi de leçon et si une action pareille est réengagée, j'ose croire que les chefs d'État africains, les populations africaines ne se comporteraient plus comme ça a été le cas. Merci Franck Manson. En un mot, oui, en fait, je souhaite profiter de cette tribune pour rappeler qu'il faudrait que, à côté de l'Union africaine des gouvernants ou des présidents, qu'il y ait l'Union africaine des peuples. C'est très important que ça se travaille. Et ça se travaille par la culture. Regardez, en Afrique de l'Ouest, avec le FESPACO, par exemple, à Ouagadougou, qui est un prétexte pour qu'il y ait des rencontres. La Cannes également, c'est un prétexte pour qu'il y ait des rencontres. Mais il faudrait que la société civile, les médias et les autres secteurs de l'Afrique travaillent à se rencontrer, à se côtoyer. C'est une façon, en fait, d'amener les chefs d'État, un peu comme nos enfants à l'école. Il y a des enfants qui sont tellement amis que les parents sont obligés de se fréquenter, de se côtoyer. Donc, il faudrait que les peuples africains puissent aider les dirigeants qui parfois sont butés à des contraintes difficiles à expliquer. Parfois, celui qui les dirige essaye de cogner les têtes, mais quand les peuples s'unissent, quand les peuples se mettent ensemble, ça finit toujours par se résoudre. C'est un peu comme le fameux tribalisme aérien du Cameroun. On dit qu'il y a le tribalisme, mais les Bamileke ont des enfants avec les Bétis, les anglophones ont des enfants avec les nordistes, les Makas ont des enfants avec les Bassa, parce que justement, quand le peuple décide de se mettre ensemble, il s'est créé une dynamique, et je pense que c'est l'occasion
pour les peuples africains d'intégrer que les segments que nous avons de valeur peuvent servir aux autres. C'est une invitation à la République du Congo, du président Sassou Nguesso, qui a une élection qui arrive. Le Cameroun a une expertise. Info TV peut apporter une pierre, peut apporter quelque chose, un conçu. Donc moi je pense que dans cette fusion-là, les médias sont un prétexte important. Nous avons une grosse machine médiatique au Cameroun qui peut bénéficier à un État frère comme le Congo. J'espère qu'en le disant, le président Sassou va le comprendre, le retenir et voir bien qu'il n'y a personne ici qui est contre lui, mais au contraire, on peut apporter un plus pour le mieux vivre de la République sœur du Congo. Merci Jean-Moïse Mbok pour ces mots. On va prendre un autre léger break et revenir tout de suite après évoquer la question de cette dévaluation, ce spectre de la dévaluation du franc CFA qui n'en finit plus de faire peur sur le continent. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa. On sort des questions géopolitiques pour entrer sur un autre segment économique, celui-là. Alors, je commence par vous, Jean de Dieu et Vouna. On est justement sur le continent et précisément en terre CEMAC, dans l'expectative. Les indicateurs semblent au rouge et tout le monde spécule sur cette probable justement d'évaluation du franc CFA, bien qu'il y ait eu la BEAC qui a produit une communication allant un peu contre, mais les indicateurs semblent penser le contraire. Jean-Claude Vouna, alors, vous qui êtes peut-être un peu plus ancien, qui avez vécu cette dévaluation de 1994, pouvez-vous nous rappeler justement ce qu'elle avait apporté de négatif dans la vie du consommateur? Je précise que vous êtes acteur de la société civile et que votre organisation des familles est impliquée au premier plan sur ces problématiques-là. La dévaluation de 1994 a fait à ce que nos parents se retrouvent au quartier. Oui, je le dis sincèrement. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler, mon papa, il était comptable aux brasseries du Cameroun. Et à cause de la dévaluation qui a frappé nos pays, il a été urgemment imposé à des entreprises de déflater. On appelait à l'époque déflater. Ils utilisaient un mot. Un mot savant. Oui, c'est de la déflatation. On parlait de déflater, c'était ça. Et mon papa s'est retrouvé au quartier. Ça a affecté sérieusement l'éducation de plusieurs d'entre nous. Mais Dieu merci, bon, aujourd'hui, on s'en sort. Mais peut-être pas tout le monde. Je prends d'abord, je vous montre là, puisque vous parlez de la famille, oui, de mon ONG. Et moi, je parle d'abord là de ma propre famille qui a été affectée par la dévaluation. Vous voyez un cadre qui se retrouve un beau matin avec une carrière prometteuse et tout. Et on leur a demandé de signer clairement qu'ils acceptent de partir. Quelqu'un qui n'a pas une faute, mon père, mon défunt père, on a vécu ça. Ça a brisé. Ça a influencé notre éducation, je vous le dis. Je suis victime de cette dévaluation. Mes frères sont victimes. Certains, il y a tellement eu des problèmes dans la famille. Vous êtes assurés, nous étions assurés. La santé des enfants assurée, nous étions bien, vous êtes logés, vous êtes en sécurité, une sécurité sociale et autres. Mais moi, je vais vous dire une chose. On s'est retrouvé un beau matin au village. Et le papa n'avait pas encore construit. Donc, souvenir triste pour vous. Souvenir triste. Et plusieurs familles, je m'étends, plusieurs familles ont été ainsi brisées. Les mariages ont été brisés, les familles ont été brisées. Hein? Et les gens ont été mis dehors, comme ça les entreprises ont fermé.
Heureusement, les brasseries n'ont pas fermé. Alors, vous qui étiez déjà plus ou moins éveillé à l'époque, Oui. est-ce que vous ressentez le même climat aujourd'hui qui a précédé cette dévaluation de 94? Est-ce que les mêmes tensions économiques qui sont perceptibles dans la sous-région CEMAC à l'époque, qui étaient perceptibles à l'époque, ce sont les mêmes indicateurs qui commencent à réapparaître aujourd'hui de façon à ce que plusieurs milieux, notamment ceux des affaires et même ceux des sphères économiques, soient en alerte maximale lorsque l'on évoque ce sujet de la dévaluation? Je ne pense pas que ce sera aussi frappant, c'est-à-dire que les entreprises vont faire, on va imposer parce qu'on a imposé. Je ne pense pas que ce soit, ça va se passer de la même manière. Les indicateurs ne sont pas les mêmes. Ça fait quand même 30 ans et plus. Mais pourquoi je dis que ce ne sera pas les mêmes? Vous avez vu le dernier sommet, les chefs d'État ont parlé, ont utilisé un levier de rapatriement des fonds, des devises, qui s'élève à 13 898 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une somme importante, colossale, pour essayer de surmonter cette monnaie, parce que c'est une monnaie obsolète. Parce que le véritable problème, c'est que c'est la monnaie qui est obsolète, qui, à l'usure du temps, ne peut plus répondre aux exigences. Déjà qu'elle n'a pas répondu hier, lorsque nous parlions des années 90. Elle n'a pas répondu parce que toutes les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir relever l'économie ont plutôt produit quoi? Le contraire, c'est-à-dire les masses des employés dans les entreprises ont été renvoyés et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que les 13 800 milliards, donc 14 000 milliards, pourront permettre à ce que nos économies puissent devenir productives? Parce qu'elles ne sont pas productives, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la monnaie est dépassée, elle est obsolète. Elle ne peut pas répondre aux questions de réforme structurelle imposées de surcroît par le FMI ou alors la Banque mondiale. Elle ne parvient pas. Donc je crois que où nous en sommes, nous sommes vraiment à une situation où, qu'elle soit dévaluée ou qu'elle soit surévaluée, le CFA ne peut plus répondre. Merci. Ne peut pas répondre aux exigences de notre économie, parce que le CFA est une monnaie qui répond aux exigences de surendettement, et non seulement de surendettement, mais aussi d'augmentation de l'assiette fiscale. Pour preuve, l'année 2025, le Cameroun s'est endetté pour répondre, pour rembourser les dettes et pour financer des projets qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été, ne sont pas réalisés. Aujourd'hui encore, nous parlons en début d'année de signature du chef de l'État qui demande au ministre des Finances d'aller sur le marché financier pour aller encore s'endetter. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie obsolète qui ne peut plus, qui est vide. Merci Jean de Dieu. Je me tourne vers vous, Jean-Moïse Mbok. La question reste la même, peut-être une perception différente. Est-ce qu'il y a véritablement des raisons d'avoir peur dans la sous-région? Est-ce que ces signaux d'alerte qui sont perceptibles ici et là sont de nature à conduire de façon inéluctable vers une dévaluation du franc CFA? Alors, si on prend la dévaluation comme une réduction volontaire de la valeur de la monnaie, il faut se poser donc la question si en réduisant la valeur du CFA actuel, on sera sorti de l'auberge. Je pense que non. Le problème ici, peu importe le bord par lequel on tient la question d'évaluation ou pas, la dévaluation dans une économie productive a pour but non seulement de rééquilibrer la balance commerciale, en fait principalement c'est produire. Produire, exporter plus, importer moins, rééquilibrer dans la balance commerciale de manière à ce que ce que vous produisez puisse donner de la valeur à votre monnaie. Le problème qu'on a fondamentalement, d'évaluation ou pas, c'est que notre monnaie en elle-même est un fantôme. Et comme me disaient mes frères ivoiriens, Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? C'est-à-dire que le franc CFA est arrivé à un niveau où on est déjà couché à terre. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce CFA, Jean-Moïse Mbok? Ce CFA-là a fait fantasmer beaucoup de personnes. Ayant salué mes amis ivoiriens, je reviens. Puisque le problème de la monnaie
en zone CEMAC notamment, ce n'est pas l'intitulé franc CFA. Oui. C'est toute la machine qui a derrière France et qui aboutit à franc CFA. Les réserves que nous faisons en France, la conception et l'impression, ou alors on bat monnaie chez eux et on nous amène une monnaie qui n'a pas la valeur réelle de ce que nous avons déposé. C'est-à-dire que, vraiment pour que ma grand-mère qui est au village comprenne, je dépose l'or qui vaut 100 francs. On me fait une monnaie qui vaut 40 francs. Donc en fait, ma monnaie n'a aucune valeur véritable parce qu'elle est adossée à un décisionnaire autre que moi. Je vous prenais le cas, la semaine dernière, d'un enfant adolescent qui est dans la maison de ses parents. Vous ne pouvez pas venir dire que demain on mange le poulet ou le coq ou le sangha parce que ce n'est pas vous qui tenez la bourse. C'est le père qui tient la bourse. On ne peut que suggérer, on ne peut que proposer. Sur le fil conducteur. Oui. Pour vous, d'évaluation prochaine ou pas? Je suis en train d'insister sur une réalité. Il faut d'abord qu'on comprenne la réalité. Oui. S'il y a d'évaluation, qui est la réduction volontaire de la valeur d'une monnaie, c'est pour une économie productive. Alors, puisque nous ne sommes pas une économie productive, la dévaluation ne nous sert à rien. Elle ne sert à rien parce que ça ne changera pas fondamentalement le problème que nous avons. Ça, c'est au niveau peut-être géostratégique, mais oui, au niveau des vies, il y a problème. Si 100 euros vont faire, je crois, 6500, mais qu'il faut passer désormais à 13 000, ça commence à être compliqué. Il faut encore aller... 10 euros, tu veux dire? Pardon? Oui, 10 euros. 10 euros, alors, 6500, et si désormais ils vont donc... Coûter 13 000. 13 000, avec notre dévaluation, ça va être plus grave encore. Non, mais le problème, il n'est pas là-bas. Avec tout ce que cela peut impliquer dans la vie des familles, dans le construit de tous les jours d'une société, comme au Cameroun, comme au Gabon et tout. Le problème de 1994, c'est qu'on nous a montré la Lune, on a regardé le doigt. La première dévaluation ne nous a rien enseigné. Elle ne nous a rien appris. Mais elle a affligé beaucoup de familles. Mais on n'a rien appris de ça. Et pourtant, c'était le moyen, le prétexte pour sortir de cette confusion du franc CFA. C'était le moyen. On n'a pas compris cela. Vous ne pouvez pas prétendre être une économie compétitive quand vous n'avez pas les leviers en main. Ce n'est pas possible. Ne disons pas autre chose aux Camerounais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile, la presse, les intellectuels, tous les acteurs de la société doivent suggérer à nos gouvernants d'entrer dans la réflexion stratégique de sortie du franc CFA. C'est-à-dire maximiser sur l'industrialisation du Cameroun, faire une sorte d'étude sur ce que nous consommons et produire ce que nous consommons de manière à ce que nous puissions réduire les importations. C'est le travail qu'il faut faire maintenant. De manière à ce que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, même si la dévaluation arrive ou qu'elle n'arrive pas, que nous puissions arriver à un niveau d'autonomisation. Parce que quand vous avez votre monnaie, le problème ce n'est pas d'avoir sa monnaie, c'est de s'en servir, c'est de la rendre forte, c'est de la rendre productive. Donc ça commence, qu'on dévalue ou pas, ça commence par dire aux citoyens et aux gouvernants que produire dans ce siècle n'est plus facultatif. On ne peut plus importer les cure-dents, on doit les produire ici. On ne peut plus importer du cirage, on doit le produire ici, parce que ça se consomme abondamment. On ne peut plus produire, on ne peut plus importer des ceintures, des pantalons, tout ce que nous consommons au quotidien. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Donc, chaque consommation devrait se transformer en industrie. Et c'est là que le Minipat devrait être intéressant avec sa fabrication des champions nationaux, qui sont des hommes qu'on finance pour soutenir l'économie. Alors que les lignes, les fameuses, sont désormais non, eux sont restés. Les champions nationaux, je crois que c'est un concept qui est resté pour encourager, booster, renforcer ce qui opère déjà. Donc moi, je pense, pour ma part, Stéphane, que la question de la dévaluation ou le maintien du franc CFA est une question, mais il faudra réfléchir rapidement à l'alternative et se donner 5 ans pour arriver à la sortie du franc CFA. Très souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on sort demain. Non, on s'organise. Merci. Et maintenant, quand on sort, on est capable de s'assumer d'évaluation ou pas,
rentrons dans la productivité. Merci. On va tout de suite élaguer une contribution puisque Franck depuis N'Djamena insiste. Il dit ceci. Bonsoir Monsieur Mbarga. Il nous faut en premier activer la libre circulation pour traverser Yagua-Bongor. Il faut débourser 10 000. Donc 1000 par contrôle, 1000 francs par contrôle au niveau du pont avec sa CENI camerounaise. Que le président Mahamad Déby demande que ça prenne fin. Franck, votre contribution a été relayée en espérant que les déclarations que vous faites sont avérées. On va prendre l'avis de l'économiste Julien Onguéné. Alors, docteur Onguéné, on a, en préparant cette émission, c'est vrai que la sortie a été abondamment relayée, la BEAC qui a démenti l'hypothèse d'une dévaluation. Elle a mis en avant justement quelques critères, mais vous, l'observateur attentif, qui faites attention justement aux indicateurs marqueurs de croissance ascendante comme décroissante, est-ce que vous pensez que la marche vers la dévaluation du franc CFA, elle est enclenchée, que la BEAC le veuille ou pas? Vous savez, il y a des choses qui se disent parfois en off, d'autres se disent en on. En réalité, il faut savoir une chose, c'est que l'histoire économique du monde est telle que lorsque vous utilisez une monnaie comme la nôtre, qui a une parité fixe, l'un des mécanismes qui est souvent généralement utilisé, c'est ce qu'on appelle l'ajustement monétaire. Et quand on parle d'ajustement monétaire, ça peut être la dévaluation du franc CFA. Je voudrais quand même rappeler que pour la gouverne de nos téléspectateurs, l'ajustement monétaire qui est la dévaluation du franc CFA, c'est une décision administrative. Oui. C'est-à-dire qu'elle ne répond à aucun critère de la loi de l'offre et de la demande des monnaies dans le marché d'échange ou dans le marché des devises. Vraiment, ça veut dire à un certain moment, un regroupement monétaire, les chefs d'État décident de prendre ces décisions, si vous me permettez la technologie. Est-ce que la température actuelle nous amène vers une dévaluation? C'est ça la grande inquiétude du Camerounais. C'est très important. Les aspects techniques, bon, c'est très important. On n'a pas la capacité de pouvoir véritablement les déceler. C'est très les Camerounais important. sont inquiets Parce que, au vu des effets, Julien Onguéné, des effets que le docteur Ivouna sur le plateau mettait en avant avec ses licenciements en vague. Justement, c'est pourquoi je voulais vous faire comprendre que c'est d'abord une décision. En réalité, si elle obéissait à la loi de l'offre et de la demande, on verrait le mécanisme depuis des années. C'est-à-dire quand une monnaie est en parité fluctuante. Mais comme nous sommes en parité fixe, il faut seulement que les chefs d'État prennent une décision. Depuis 1994, si cette décision devait être prise, elle devait être prise chaque année. Mais depuis 32 ans aujourd'hui, quand vous regardez le train de l'endettement des pays de la CEMAC, et j'ai dit, c'est le train de l'endettement des pays de la CEMAC qui sauve encore les pays de la CEMAC. Et puisque le temps ne fait que passer, à un certain moment, quand vous n'avez plus de marge de manœuvre sur l'endettement, la seule chose qui restera, ce sera de faire l'ajustement monétaire, de prendre cette décision. Parce que, voyez-vous, rappelez-vous que depuis quelques années aujourd'hui, les chefs d'État de la CEMAC ont déjà fait l'ajustement fiscal. Au Cameroun, la loi de 2026, elle ne fait pas de cadeau. Oui. Ça, c'est un ajustement fiscal. Sera encore plus énorme. Nous sommes déjà victimes de la pression inflationniste depuis des années, avec toutes les crises inflationnistes et la crise de sous-production que nous subissons. Nous sommes déjà victimes de la crise d'endettement. C'est une pression, la pression d'endettement. Nous sommes victimes de la crise. Même comme à ce niveau, Julien Onguéné, on peut interroger justement la dépense issue de cet endettement-là. Si on va prendre 13 milliards et que un an après, on ne puisse justifier l'orientation des investissements non productifs. Par 13 milliards là, par exemple, c'est-à-dire vous vous endettez pour payer une autre dette. C'est toute la problématique. C'est-à-dire vous créez ce qu'on appelle la valeur ajoutée muette. Faites que la valeur ajoutée muette. La dette morte. La dette morte. Parce qu'en réalité, elle ne vous profite pas. Voilà. Vous avez pris 400 milliards ici, vous avez reversé là-bas. Entre ici et là, on n'a rien produit. Et les taux d'intérêt?
et les taux d'intérêt. Alors, ça fait qu'on se retrouve dans une situation où, quand vous regardez les indicateurs macroéconomiques de la zone CEMAC aujourd'hui, ces indicateurs sont rouges, ils font peur. Vous savez, les chefs d'État sont très subtils. Il y a des choses qu'on ne dit pas à Mondovision. La sortie de la BEAC est plus politique, elle est plus... Il faut rassurer les populations. D'abord, il faut éviter de créer un effet de panique. Il faut éviter de créer un effet de panique chez les investisseurs, chez les agences de notation, chez les partenaires bilatéraux, multilatéraux. C'est pourquoi il y a un effet de maîtrise de la parole qui est avancé. Mais il faut savoir que, Stéphane, cet ajustement monétaire arrivera tôt ou tard. Il arrivera tôt ou tard. Pourquoi il pourrait avoir les mêmes effets qu'en 1994, avec ces déflatés par vague, l'ajustement monétaire. Il y a 3 grands piliers qui affectent cet ajustement monétaire. La première chose, c'est que quand vous dévaluez, vous cherchez... Ce qu'on oublie, c'est que la dévaluation, c'est chercher la compétitivité. En fait. Quand vous dévaluez, vous cherchez la compétitivité. Voilà. Mais vous faites la compétitivité sur la base de quoi? Quel produit? C'est toute la problématique. La dévaluation n'est pas mauvaise. Elle est bonne quand vous avez les moyens de la compétitivité. Mais si vous faites la dévaluation pour repartir, le lendemain vendre le bois à l'état brut, vendre le pétrole à l'état brut, où est la compétitivité? Vous partez à l'échelle internationale pour être compétitif sur la base de quoi? C'est pourquoi on fait la dévaluation pour être compétitif. Et ça nous a rattrapé. 2 ou 3 ans plus tard, à partir de 1996, on a commencé à ressentir. Première chose, les importations ont commencé à être très chères parce qu'en réalité, vous avez perdu une partie de la valeur de votre monnaie. Les exportations, c'est-à-dire le levier qu'on veut booster, c'est que les exportations vont augmenter. Mais ils vont augmenter sur la base de quel type de produit? Quand vous regardez la nature de vos produits, en réalité, votre cacao reste le même que vous continuez à exporter. Parce que dans le très court terme, vous n'avez pas assez d'industries qui ont pu transformer votre cacao, qui ont pu transformer votre textile, qui ont pu fabriquer les téléphones et autres, la petite industrie. Ok? C'est ça qui vous donne un poids du point de vue de la compétitivité quand vous dévaluez. Et on a eu les effets en 1994. L'autre effet en 1994, c'était justement au niveau des prix, parce que c'était un peu une inflation importée qui a laminé les pouvoirs d'achat des consommateurs, laminé également les pouvoirs d'achat des entrepreneurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les entrepreneurs consomment également, puisqu'il fallait racheter les machines, les intrants pour produire. Également, ça augmente les coûts de production des entrepreneurs. L'État également subit, parce que ça renchérit l'endettement de l'État. Ça crée des problèmes de perception des recettes fiscales, parce que quand les entrepreneurs souffrent du point de vue des importations, parce qu'on a dévalué la monnaie, l'État ne peut pas prélever au niveau des recettes fiscales. Et par conséquent, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on est obligé de s'endetter et de renvoyer même les gens au quartier parce qu'on ne peut plus payer, parce qu'on n'arrive plus à prélever. Or, on fait une politique de dévaluation, mais on n'a pas les moyens de la compétitivité. Quand vous dévaluez, il faut avoir les moyens de la compétitivité. Où nous sommes là actuellement, nous n'avons aucun moyen. Parce que 32 ans plus tard, nos économies ne sont pas industrielles. On va vers la dévaluation, pour vous, ou pas? Elle est là. Elle arrivera tôt ou tard. On peut jouer avec les mots, mais elle arrivera. Avec les mêmes conséquences que 1994? Elles seront même plus désastreuses. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la population des pays de la CEMAC a cru, mais les indicateurs du point de vue du bien-être, quand vous regardez le dividende du bien-être, n'est-ce pas? En fonction de ce qu'on est censé avoir. Parce que quand la population croît avec le temps, il faudrait quand même que les revenus augmentent. Mais dites-moi, en 1994, ceux qui avaient les salaires de 500 000 en 1994, est-ce qu'ils l'ont encore aujourd'hui? Ils n'ont même jamais, ces salaires n'ont jamais augmenté à hauteur de 30-40%. Ils n'ont plus jamais eu, ceux qui sont même restés, nos parents qui sont restés, quelques-uns qui sont gardés là. Vu la situation économique actuelle du Cameroun et des autres pays de la CEMAC, si on dévalue, les conséquences seront même davantage plus catastrophique qu'en 1994. Merci Julien Onguéné. C'est vrai que ces nouvelles ne sont pas très rassurantes pour ceux qui nous regardent. Il y a un téléspectateur du Bénin, Monsieur Dumas du Bénin. Vous avez le docteur Julien Onguéné sur le plateau. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
en termes d'économie, il fait quasiment la synthèse sur la situation en zone CEMAC. Invité un cadre de la BEAC d'ailleurs, je ne vais pas dire la démarche que nous avons entreprise ici pour avoir une communication de la BEAC, c'est très compliqué. Il faut beaucoup de paperasse, il faut beaucoup d'accords pour que justement la BEAC s'exprime. Mais on espère qu'on pourra avoir un avis justement au-delà de la communication officielle qui a été faite, qui a renvoyé au calendrier grec une dévaluation. Je me tourne vers vous, Franck Manson, justement. Les indicateurs sont en rouge. On s'achemine tout droit vers un autre moment difficile pour les économies de la sous-région, avec le docteur Ongene le disait sur ce plateau, des conséquences plus désastreuses encore. La question que l'on se pose lorsqu'on est manager, c'est aurait-on pu éviter cela et quelles sont les décisions à prendre en urgence pour essayer de contenir autant que faire se peut le choc qui arrive? Permettez, Stéphane, que j'introduise mon propos par une analyse d'ordre sociologique en m'appuyant un peu sur l'histoire avant de reprendre votre question. Allez-y. Déjà, je ne vous l'apprends peut-être pas. Le franc CFA, c'est une dérivée du franc. Et le franc lui-même qui a été créé en 1360 par le roi Jean II en France. Et quand vous voyez la date de création du franc et la date de création du franc CFA en 1945, quand vous faites la soustraction, vous avez 585 ans de différence. Et sachant très bien que la monnaie dans le fond a pour socle le système de pensée que les populations d'une région représentent. Donc vous voyez bien le décalage qui pouvait donc exister entre ceux qui ont initié, pensé le franc CFA et justement ceux pour qui le franc CFA avait été pensé. Et c'est ce qui a expliqué dans le fond à la base les accords de coopération économique qui avaient un caractère essentiellement asymétrique, c'est-à-dire entre les pays africains et les nations impérialistes. Et justement, cette asymétrie s'est traduite par la structure de nos économies. Parce que nous avons jusqu'ici les économies de crête, économies de rente, dérivées des économies de crête. Et le franc CFA, justement, avait été ce pont qui avait été insidieusement posé par la puissance impérialiste pour faire partie les ressources des pays africains vers l'Europe. Oui. Ouais, c'était Une fois que vous l'avez dit, est-ce qu'on peut revenir dans la question que moi je pose sur le manager? Est-ce que cela était prévisible? Pouvait-on faire autrement de 1994 à 2026? Oui. Oui. Et justement, quelles sont les mesures à prendre en urgence pour essayer de juguler le choc extrême, violent qui arrive? Si on revient, on répond facilement à cette question, pour faire facile. Allons toucher quelques critères de convergence. Oui. On a la question de l'inflation. Pour l'éviter, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1994, ça fait combien d'années? Je pense que ça fait une trentaine d'années. C'est ce que Maurice Mbok disait tout à l'heure. Si on avait développé la production locale, on devait limiter les importations. N'est-ce pas? De deux, on a l'endettement public. Quand nous nous endettons depuis 1994, à quoi sert cet argent? Dernièrement, on a pris combien de milliards pour construire les stades olympiques? Ces stades-là produisent quoi? Qu'on le dise un peu aussi simplement, Stéphane. Donc vous questionnez la dépense, la qualité de la dépense. Mais oui, la qualité de la dépense, bien sûr. On a les arrêts de paiement. Pourquoi nous ne payons pas à temps? Mais justement parce qu'il n'y a pas de très bonnes politiques qui permettent de payer à temps. D'ailleurs que le ministre des Finances a fait une communication il n'y a pas de cela quelques jours où il disait qu'en janvier, le Cameroun doit donner 250 milliards de francs CFA de remboursement. Oui, la question de la dette reste... Oui, j'ai dit 250 milliards. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous comprenez qu'il y a la question de la gouvernance qui intervient. C'est pourquoi, Stéphane, nous ne le dirons jamais assez. Ce qui fait beaucoup de mal à nos États, c'est d'abord la mentalité qui caractérise ceux qui dirigent et même les populations. Parce qu'il faut savoir que le premier élément à partir duquel vous interagissez avec l'argent, c'est la mentalité. Ça veut dire, même si on vous donne là des milliards de dollars et que cette mentalité n'est pas structurée, il n'est pas certain que vous aurez un résultat aussi différent. Oui. Ça, c'est important. Et il y a un autre élément. C'est que quand vous voyez aujourd'hui la situation de la France, la dévaluation arrangerait beaucoup plus la France. Bien sûr. Oui. Ça créerait de la compétitivité de leurs produits. La France aujourd'hui est à plus de 3400 milliards de dettes. Et dans les 3400 milliards, c'est 60 milliards de dettes extérieures. Vous pensez qu'elle va faire comment? Mais la dévaluation serait comme une sorte de bouffée d'oxygène. Parce qu'elle permettrait aux entreprises, aux multinationales qui se sont étendues au niveau de l'Afrique de faire beaucoup plus de bénéfices. Et ça ferait quelque part une sorte de bouffée d'oxygène pour
l'État français. Donc, la France a tout intérêt à ce qu'il y ait dévaluation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut repenser des politiques. Ça a été dit, en rapport avec la production locale. Il faut développer la recherche, de telle sorte que nos matières premières, puisque dans l'économie des rentes, Stéphane, vous vendez les matières brutes, et les mêmes matières brutes qu'on transforme à l'extérieur, on vient vous les revendre 15 fois plus cher, voire 20 fois, 50 fois plus cher. Or, si vous développez la recherche qui vous donne la capacité de transformer justement vos matières premières, mais c'est de la plus-value. Ouais. Et ce n'est qu'à ce moment que vous pouvez même envisager changer de monnaie. Parce que moi, j'ai fait un tour lors de mes conférences du côté de Kinshasa. Ils ont la monnaie, mais ça ne vaut absolument rien. Quand vous avez un paquet d'ayam comme ça, quand tu vas au marché, tu n'as plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent rien. C'est ça. Ça ne change absolument rien. Ils ont le franc congolais là-bas. Ils disent, tu as un paquet d'ayam comme ça, Stéphane. C'est la raison pour laquelle les grosses transactions à Kinshasa se font en dollars. Oui, oui. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, pensez en fait à la dévaluation ou la non-dévaluation, c'est une chose, mais je pense qu'il faut aller toucher en fait le problème au niveau de la racine. Véritable problème. Au niveau de la racine, déjà notre mentalité, parce que c'est cette mentalité qui détermine même toutes les orientations politiques. Merci Franck Manson. Le téléspectateur béninois revient. Il dit ceci: ce qui est paradoxal, le Cameroun est producteur du bois que vous exportez. Pourquoi ne pas transformer ce bois en meubles pour équiper vos administrations au lieu d'importer? Merci à vous, Dumas, et depuis le Bénin, qui réagissait à ce qui est dit sur ce plateau de Ouro Africa. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Dieu Evuna. Le constat est alarmiste, malgré le discours assez convenant, on peut le comprendre, de la BEAC. Les économies de la sous-région pourront-elles résister? Est-ce que ce qui est demandé, cette réinitialisation en termes de production locale, cette compétitivité idéologique avec une sortie du franc CFA, est-ce que cela est possible dans un laps de temps aussi court, de façon à ce que le choc qui est annoncé et prévu par Ongene, le docteur, ne puisse pas être meurtricier ou alors meurtrier pour les populations de la sous-région? Vous avez parlé de quoi? Idéologie. Oui. Il y a une idéologie monétaire en Afrique centrale. Il y a quand même plus de consensus qui a été fait du côté de Brazzaville il y a 4 jours. Vous voulez utiliser des mots ou bien vous voulez vraiment qu'on parle de concept? Les chefs d'État Ils n'ont aucune idéologie, c'est ce que je veux dire. Ils ne comprennent même pas le mot dont tu parlais là. Vous êtes assez péremptoire, monsieur. Non, s'ils comprenaient, c'est que nous n'en sommes pas là. Mais le docteur Mbok dit que les gens n'ont pas tiré des leçons. C'est ça. Et je vais vous dire... de 32 ans. De 32 ans. 32 ans. Écoutez, est-ce que vous vous imaginez que dans mon pays, c'est maintenant qu'on parle de l'import-export, import-substitution, c'est-à-dire où beaucoup même ne comprennent pas. Et vous voulez... Bon, si vous demandez à ma grand-mère, ou bien, même pas même ma grand-mère, mon cousin, même mon cousin, elle est concernée. Est-ce que le concept import-substitution est adressé à votre grand-mère ou Bon, je parle donc de mon cousin qui a soi. Oui. Il comprend quoi dans l'import-substitution? Vous pouvez lui expliquer donc? Je lui explique quoi que, en tant que leader, le système éducatif fait quoi pour lui expliquer? Moi, je lui explique quoi. Donc, moi, je parle de un débat. Restons sur ce que vous... Je reste sur ce qu'on dit. Je voudrais donc dire qu'il ne faut pas parler d'idéologie alors qu'il n'y a pas un concept idéologique en Afrique centrale. Et même la monnaie que nous avons, parce que la monnaie n'a de sens que pour l'économie. Et l'économie n'a de sens que pour la production des richesses. Là, on a une base idéologique. Dans le cas de l'Afrique centrale et même du CFA, il n'y a pas... Cette monnaie ne sert pas à l'économie. C'est ce que nous sommes en train de dire autour de cette table. Elle sert à l'endettement. Elle sert à l'usurier qu'on appelle le FMI. C'est-à-dire quoi? Et vous parlez de production. Production comment? En clandestin, si on n'a pas pu, parce que notre usurier ne nous donne pas la permission de produire sur place. Il dit, je vais aller chercher l'argent pour vous, pour que vous construisez, comme vous aimez jouer au football là. Vous construisez des gros stades pour servir de salle de fête. On appelle ça une dette morte.
en économie. Les rhinocéros blancs, c'est ce que j'appelle voilà. les rhinocéros blancs dans mon Voilà, voilà, il faut que les gens comprennent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller prendre 200 milliards pour faire un bassin de production agro-pastorale ou même qui va servir à ceci? Production, transformation, conservation, distribution. Chaîne de distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend seulement la patate qu'on met, est-ce que vous savez qu'avec 200 milliards, on peut créer plus 10 bassins agro-pastoraux? Est-ce que tu sais qu'avec 150 milliards, les Chinois construisent les raffineries, voilà. Technologie chinoise, voilà. On transforme notre pétrole. Parce que notre usurier, c'est simple, qui va chercher cet argent nous dit, l'argent que je vais chercher ici, c'est pour que vous allez louer. Vous allez donner l'argent là au boutiquier. Je prends ça pour que les gens comprennent. Et le boutiquier va souvent enregistrer ce que vous avez besoin de pain, chocolat pour vos enfants le matin, il écrit. Mais n'allez jamais cultiver le champ de manioc pour produire votre propre manioc et faire la farine de manioc pour que vous ayez la farine chez vous et que vous ne soyez plus dépendant du boutiquier et de moi l'usurier. C'est de ça qu'il est question. Alors, il faut donc souligner que pour que nous puissions parler de production, il faut chasser l'usurier. Il faut sortir de l'économie de l'usure. Parce que l'endettement, c'est l'économie de l'usure. Et moi, il voudrait qu'on produise ce que lui veut. Il voudrait qu'on achète ce que lui veut. C'est-à-dire, il va chercher l'argent et il nous donne le boutiquier chez qui nous devons aller acheter. Et parfois même, il donne l'argent, une partie de l'argent au boutiquier. Jean de Dieu, votre description pourrait être assez caricaturale, qui peut-être relève d'une certaine vérité, mais une fois que le constat est fait, la question que l'on se pose sur le continent africain, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors que justement la filouterie dure depuis 32 ans? Il faut que la gouvernance sorte de la politique de gouvernance économique de l'usure. C'est ce que je dis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous dites que vous me prêtez de l'argent, c'est moi qui définis ce que je vais faire avec cet argent. Vous me donnez 200 francs, j'ai mes terres, je vous dis, je vais faire de mon manioc parce que mes enfants se sentent à l'aise à manger du manioc. Alors, ou de la patate. Et à ce niveau, Jean de Dieu, oui. Mais il y a quand même, M. Manson relevait la qualité de notre gouvernance. Même si on peut reconnaître les contraintes du FMI et de Bretton Woods et autres barrières de fonds internationaux, il y a quand même aussi que parfois nous autres Africains, en termes de pays, en termes d'orientation, en termes de qualité de la dépense, on n'est pas très sérieux. Il y a des problèmes de corruption à tous les échelons sur le continent qui parfois aussi plombent toute tentative d'émergence. Le CFA est une monnaie de corruption. Le CFA est une monnaie de corruption. Comme l'euro. Non, non, non. On ne peut pas avoir une monnaie qui s'appuie sur une autre monnaie et ne pas être corrompue. Elle sert justement à la corruption. Parce qu'elle est appuyée sur l'usure. L'usure même est un chantage de corruption. Parce que quelqu'un t'emprunte 200 francs et te dit que tu me rembourses 10 000. C'est de la corruption. C'est clair. Donc, il n'y a pas une gouvernance possible qui puisse permettre à ceux qu'il n'y ait pas de corruption. Et de surcroît, ceux qui sont dans la gouvernance sont mis en place ou à ce poste-là par les usuriers. C'est l'usurier qui choisit qui va gérer son argent. Et comment vous voulez qu'il n'y ait pas de corruption? Lorsque moi j'arrive, je dis que non, vraiment il faut que le pays réfléchisse à ce que nous ayons tel bassin agro-pastoral, nous ayons ceci là-bas, une raffinerie là-bas. Ils vous regardent parce que dès lors que vous êtes nommé par l'usurier, vous êtes un agent infiltré de la gouvernance étrangère. Vous êtes un agent qui plombe l'économie du pays. Et en ce moment-là, on ne peut plus parler réellement de la gouvernance. Merci. On parle là tout simplement des services rendus à une puissance étrangère qui veut imposer et garder la main mise sur nos richesses. On ne peut plus parler de gouvernance. Merci. Alors, Jean-Moïse Mbok, il faut dire à ce niveau que les chiffres sont alarmants, la croissance est en décroissance, si l'expression peut m'être permise. En zone CEMAC, on est, selon les
prévisions, on sera à 2,4. En 2024, on était à 2,7 par là. Mais les perspectives ne sont pas réjouissantes. Si vous, je précise que vous êtes politique, malgré la casquette de stratège, vous êtes désormais politique et on suppose que bientôt vous serez en situation de responsabilité. Quelles sont les mesures urgentes que vous prendriez de façon à essayer, autant que faire se peut, malgré les contraintes qui sont connues de tous, essayer de tenir le coup, de tenir le choc face à cette contrainte, cette pression qui viennent de partout, dans le sens d'une dévaluation et d'une captation, une fois de plus, de l'espace commercial et marchand de la sous-région. Martin Luther disait « I have a dream ». Tout commence par un rêve. Et le rêve qui est expliqué à ses collaborateurs, à ses pairs, ressort le génie et l'ingénierie de chaque personne autour de soi. Si gouverner, c'est prévoir, ça veut dire que le leader doit être celui qui a pour principal capital la bonne foi. La bonne foi, le sérieux, une vision et des objectifs clairs à atteindre. Oui. Une fois que le leader a ces qualités-là, où il sait qu'il n'est pas Dieu, mais il est entouré des gens que Dieu a créés, compris lui-même. Fama a son rôle, Vuna a son rôle, Ongene a son rôle, il devient un animateur d'une équipe qui a un objectif précis à atteindre. Jean-Maurice Mbong, 32 ans après. en 30 secondes, vous ne nous avez pas dit ce que vous feriez en situation de responsabilité. Si, je justement, écoutez-moi pour me parce comprendre. que parfois, je ne m'adresse pas à vous. On dit, vous, politiciens, vous critiquez beaucoup ceux qui sont en place et vous ne proposez rien. Est-ce que vous êtes, vous, dans votre vision, capable de prévoir ce marasme et de pouvoir être en situation de celui-là, un peu à la Roosevelt, capable de déjouer ces écueils qui se profilent à l'horizon? C'est la question que beaucoup se posent. Je n'ai pas cité Martin Luther pour rien. Parce que la nature du leadership est très importante pour la gouvernance. J'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas sérieux, vous allez vous entourer des gens qui ne sont pas sérieux. Vous n'allez jamais adopter une politique sérieuse. Vous n'allez jamais vouloir atteindre une vision parce que vous n'en avez même pas. Mais quand vous êtes sérieux, vous dites les choses de manière très simple. On doit sortir du franc CFA. Moi, en position de gouvernance et d'autorité, c'est qu'on doit sortir du franc CFA. Maintenant, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un construit. Et dans ce construit, on s'entoure des experts. Tous les pays du monde qui s'en sortent ont un shadow cabinet. Donald Trump fait le bruit qu'il fait là, il a un shadow cabinet qui est connu, son beau-fils, ses collaborateurs, parce qu'il y a un travail que la gouvernance directe ne peut pas faire. Il n'y a pas un shadow cabinet actuellement dans nos sous-régions? Non, vous savez, le shadow cabinet, ce n'est pas du vent. C'est le résultat d'un travail clair et précis. Ce n'est pas... Aujourd'hui... ça ne dépend pas de l'administration en place. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je ferai en position de gouvernance? C'est de créer un système qui favorise la production. On ne parle pas chinois sur ce volet-là. C'est que chaque bassin au Cameroun peut devenir un bassin de production. Les experts comprennent. C'est les experts qui rentrent directement dans les cadres productifs immédiats au Cameroun. L'agriculture est un cadre immédiat de production. L'élevage est un cadre immédiat de production. On s'entoure donc des experts qui sont capables de commencer quelque part. Et quand on a commencé quelque part avec ces experts, on est de l'autre côté en train de réfléchir aux conventions qu'on a signées. Qu'est-ce qu'on a signé qui nous tient? Pourquoi depuis 32 ans, on n'est pas sorti de la question du franc CFA? Il y a forcément une raison. Mais on ne s'assied pas, on cherche la raison sans rien faire parallèlement. Je vais inviter tous ceux qui sont en position de gouvernance d'intégrer que leur peuple a besoin de manger tous les jours. Oui. Et la réflexion devrait être portée à produire ce que le peuple mange tous les jours. C'est la base du travail. Quand celui-là est fait, la réflexion avec les scientistes, les intelligents, les diplomates et compagnie, c'est pour traiter des questions, des conventions. Pourquoi depuis 32 ans nous ne sommes pas sortis? Et il y a forcément une raison. Et l'économiste le disait, il y a des choses qu'on dit en public, des choses qu'on ne dit pas en public. Ce qui est donc caché, qui est secret, mais j'ai accès en tant que gouvernant, je ressors la chose, je consulte mes experts. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut sortir de là. Nous ne sommes pas dans une histoire où je dois être le meilleur élève de la France. Non.
le meilleur élève de la Russie. Jamais. Je dois être le meilleur élève de mon pays. Le meilleur élève de ma nation. Sur un modèle, sur quel modèle? Très bien. Et une fois de plus, Stéphane, votre question est excellente. Le modèle ne s'improvise pas. Le modèle se construit. Notre problème en Afrique, c'est qu'on prend des sciences importées, on essaie de les imposer à un corps qui ne l'inocule pas. Les copies pâles. Les copies pâles. Donc aujourd'hui, merci. Et ça ne marche pas toujours. Donc aujourd'hui, il est question de réfléchir l'économie sous le prisme du docteur Onguéné. Et non sur un expert américain ou chinois qui a très bien fait un travail, un exposé, mais ça ne cadre pas avec la réalité camerounaise. Qu'on apprenne à valoriser nos intelligences, qu'on apprenne à valoriser nos champions. La CAN dernière, notre fierté était ouf. D'abord le coach, c'était un Camerounais. Ça fait notre fierté. Et je vous promets que dans toutes les sciences de développement de notre pays, on a aujourd'hui au Cameroun des meilleurs dans l'industrie. Notre diaspora est excellente. Dans la médecine, elle est excellente. Dans tout ce que vous voulez, elle est excellente. C'est là que le leader doit savoir s'entourer. Mais il y a une vision à atteindre et des personnes capables d'évaluer cette vision-là. Donc aujourd'hui, Stéphane, ce n'est pas la magie de sortir des accords. C'est de faire un travail, j'ai envie de dire, binaire. D'un côté, on réfléchit à ce que le peuple consomme. On développe notre endettement actuel là. On le réoriente. Ce n'est pas pour rembourser la dette. Ce n'est pas pour acheter de nouvelles voitures. Mais c'est pour commencer à réfléchir à l'industrie locale. Merci. Et la décentralisation est donc intéressante à ce niveau parce qu'on équipe, on parle de 50 milliards par exemple. On laisse Yaoundé, on laisse Douala. On va dans l'arrière-pays. Les grands bassins de production. On met cet argent là-bas. Notre on vient de parler de 150 milliards qui peuvent faire une raffinerie. Imaginez ce que 50 milliards peut faire, ce que 30 milliards peut faire, ce que 10 milliards par région peut créer. Mais on commence quelque part en se donnant un deadline de 5 ans ou de 10 ans pour atteindre un objectif précis. Stéphane, et je sors par là, quand vous allez discuter avec la main gauche et qu'on voit que votre main droite est puissante, vous êtes respecté. Si aujourd'hui, on veut sortir de la question du franc CFA, sans arguments, sans éléments, on n'a pas compris qu'il fallait réfléchir aux arguments. Et il faut donc qu'on donne des arguments. L'homme politique que je suis doit travailler de manière holistique à s'entourer des experts pour que les arguments soient concrets. Et c'est possible. C'est possible, Jean-Moïse Mbok. Alors, les contributions, on va essayer de prendre autant que faire se peut. Bonsoir le panel, c'est une bonne thématique. Il faut que cette attitude de victimisation des Africains cesse. C'est grâce à ce FMI que même que les gloutons qui dirigent nos États arrivent à tenir sur une année budgétaire. Car, bon, on ne va pas dire ce que vous dites là. Le sport favori, ce sont les détournements en Afrique et le FMI est rapidement désigné comme responsable. Pour le moment, le Burkina Faso utilise toujours le franc CFA, le Mali aussi, mais une rigueur donne les résultats. Merci à vous, Monsieur Moulu, depuis Yaoundé. Alors, je me tourne vers vous, Julien Onguéné. Le politique Jean-Moïse Mbok a donné sa vision, s'il était en situation de responsabilité. Si vous, économiste assermenté, étiez en situation de conseil des dirigeants de la sous-région, quelles sont les mesures urgentes que vous leur conseillerez de façon à ce que la situation économique ne s'empire pas avec le lot de souffrance pour les populations? Très simple. La première chose, d'ailleurs, les chefs d'État sont bien entourés. La monnaie est un bien. La monnaie est un bien. Ça veut dire que chaque pays doit avoir ce bien. Première chose. Ce bien ou son bien? La monnaie est un bien. Chaque pays doit avoir ce bien. Pourquoi je le dis? C'est un bien qui semble être immatériel. Mais il est là, il existe. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous avez la monnaie, elle vous impose de produire. Je prends un exemple très simple. Vous produisez du manioc de 1000 francs. Il faudrait que vous ayez des espèces de 1000 francs pour pouvoir avaler ce manioc de 1000 francs. Alors, à compter du moment où vous avez produit et que vous n'avez pas ces 1000 francs, ça pose déjà un problème. Et donc, on se retrouve dans un phénomène parfois d'inflation et de déflation. Et pour vous dire, la monnaie obéit au mécanisme de l'offre et de la demande.
autant que les biens que vous produisez obéissent également au mécanisme de l'offre et de la demande. Mais ça fait quand même 81 ans depuis 1945 avec le franc des colonies françaises d'Afrique. Ça fait 85 ans et je ne comprends pas comment nos chefs d'État, je m'adresse à eux ce soir, n'arrivent pas à comprendre que la CEMAC, depuis le consensus de Fort-Lamy en 1994, n'est pas une zone monétaire optimale. C'est des travaux qui ont été développés depuis par des auteurs comme Mundell. La zone économique, la zone monétaire optimale, c'est quoi? C'est une zone où un ensemble de pays se regroupent géographiquement et mettent en place une monnaie qui a des avantages économiques, tout simplement. Mais quels sont les avantages? Premier conseil choque donc aux chefs d'État. Ils doivent comprendre que la zone CEMAC aujourd'hui n'est pas une zone monétaire optimale. Oui. Deuxième problème qu'il faut savoir, c'est que ils ne sont pas toujours bien accompagnés. Il faut relativiser pourquoi ça. tu me dis qu'ils sont La bien gentillesse n'a pas sa place. Ils ne sont pas bien accompagnés. Et c'est ça qui est la vérité. c'est une manière de flatter, Il ne docteur. faut pas les flatter. C'est une manière de les flatter. En fait, c'est intéressant. En fait, c'est réalisable. Nous sommes ici En fait, pour parler pour les populations. c'est un peu une manière de les intriguer. Comment c'est propre? C'est un peu une manière de les intriguer parce que ça me gêne. Parce que quand je dis ils sont bien accompagnés, c'est que je m'interroge, qu'est-ce qui se passe? Comment ils peuvent être bien accompagnés? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une intrigue. Parce que je renvoie la balle dans leur camp. C'est un peu ce qu'on appelle en tennis le smash. Alors, la deuxième chose, Oui. dès que vous n'avez pas une zone monétaire optimale, la première question qu'on doit se poser, c'est les fondamentaux de nos économies. Mais mon Dieu, vous voulez résoudre les problèmes structurels d'une économie avec les solutions conjoncturelles? Nous n'avons pas de zone monétaire, nous n'avons pas d'union monétaire. Depuis 32 ans, depuis la dévaluation, depuis le consensus de Fort-Lamy. Je dirais même depuis 81 ans. Mon Dieu, c'est CFA. Nous avons des politiques budgétaires aujourd'hui, mais nous n'avons pas de politique monétaire. Nous n'avons pas de politique monétaire. Pourquoi? Parce que tout se joue au niveau de la politique de production. Et quand vous ne produisez pas, vous êtes absent de l'échiquier de la problématique des réserves de change. Oui. Les réserves de change, c'est quoi? Aussi simple, c'est basique. Ça veut dire, quand je vends ce que j'ai, Tu fais en quelle devise? en retour, je dois avoir ma monnaie, libellée en ma monnaie. Merci. La connerie internationale, permettez-moi de le dire à Mondo Vision aujourd'hui, c'est qu'on nous a vendu un concept qu'on appelle réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous allez à l'échange international, on utilise la réserve. Mais mon Dieu, le franc CFA est une réserve également. Elle est une réserve. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ces chefs d'État m'écoutent. C'est très important, Stéphane, parce que le dollar est une monnaie nationale aux États-Unis. Oui. Le CFA est une monnaie nationale pour les pays de la CEMAC. Mais comment vous expliquez qu'on va à l'échange international et qu'on dise que le dollar devient une devise, mais le franc CFA n'est pas devise? Peut-être la production soutient le dollar. C'est pour vous dire Production américaine. c'est donc pour vous dire que il est donc nettement mieux de sortir de ce franc CFA, au pire des cas, de l'adosser à ce qu'on appelle techniquement un panier de monnaie. Qu'est-ce qu'on appelle un panier de monnaie? Ça veut dire, on a l'impression on se dit toujours qu'il n'y a pas fluctuation entre, mais attention, la parité elle est fixe avec l'euro. Mais il y a un jeu qui se passe avec le dollar. La parité devient fluctuante par rapport au dollar, parce qu'il y a une parité fluctuante entre le dollar et l'euro. Et subtilement, on subit quand même les conséquences de cette parité. Et donc, c'est pour vous dire que il y a eu d'abord cette connerie internationale, dans l'économie internationale, où on dit qu'il y a des monnaies qui doivent être devises et d'autres ne sont pas devises. Alors, Julien René, je m'arrête là puisque vous donnez une lecture froide, mais les expériences sont parfois plus parlantes. Franck Manson a évoqué avec beaucoup d'à-propos son expérience avec la monnaie congolaise. Justement, ce qu'il a dit, très bien. Quelqu'un va payer du pain avec un sac d'argent qui ne sert à rien. Et justement, c'est donc la première... Les vrais échanges, entre guillemets, vrais ici, en termes d'importance, se font en dollars. En République démocratique du Congo. C'est justement parce que... Faut-il avoir une monnaie pour avoir une monnaie, ou alors essayons d'avoir une monnaie qui est en capacité de pouvoir booster l'économie. Justement, quand vous avez une monnaie, il faut l'adosser au système
productif. Parce que quand vous ne produisez pas, la conséquence c'est quoi? C'est que les gars ont les disponibilités. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a 1000 francs CFA, n'est-ce pas? Mais dans le marché du manioc, pour dire les choses simples, il ne trouve que le manioc de 200 francs. Donc le niveau de production du manioc équivaut à 200. Mais lui, il a 1000 francs. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'à la fin, il a beaucoup d'argent. 800 francs de surplus qui ne servent à rien. Et c'est cet argent-là qui reste en surplus. C'est ce qu'il a caricaturé au Congo. Donc il faudrait que le système productif suive le système de production de la monnaie. On ne produit pas de la monnaie parce que là, on bat de la monnaie. Mais on ne regarde pas ce qui se passe au niveau du système productif. Oui. Et par conséquent, on se retrouve avec des CFA, je ne sais pas moi, congolais dans la poche, qui ne vous servent à rien. La monnaie, c'est pour l'échange. Quand vous l'avez, il faudrait que le bien qui est produit existe. S'il n'existe pas, vous vous retrouvez avec de l'argent qui ne vous sert à rien. Donc, c'est pourquoi je parle des fondamentaux structurels de nos économies. Parce que l'erreur même, c'est que, même si on sort du franc CFA, la mère patrie nous balance toutes nos choses là et autres, si les fondamentaux de nos économies ne sont pas solides, d'où la préparation. Merci Julien Onguené, on apprend vraiment ce soir. Franck Manson, alors l'Africain d'aujourd'hui en 2026, le citoyen de la CEMAC, semble être une fois de plus plongé dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, où il ne sait plus s'il faut avancer ou il faut reculer. On lui dit pour être heureux, sors du franc CFA, mais à côté on lui rappelle que ce franc CFA que tu négliges, lui te permet quand même de vivre. S'il faut avoir une monnaie comme au Congo, ou pour payer un bout de pain, il faut venir avec un sac, est-ce que cela est acceptable pour justement ces économies-là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se positionne? On sauve l'inconnu, ou alors rester stable, ou alors rester dans sa position d'assujetti, dans sa position de contrôler, de téléguider, ou alors le sauver l'inconnu qui est préconisé ici. Je voudrais faire mention d'un élément pour moi important, Stéphane. Vous savez la situation dans laquelle nos pays se trouvent. Je vous assure qu'il y a ce que j'appelle une injustice intergénérationnelle auquel nos enfants ne vont pas échapper. Parce qu'on a des pays qui sont fortement endettés et quand on observe très bien, il n'est même pas certain que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, si la donne ne change pas... Que les pays sont endettés, Franck Manson. Est-ce qu'il n'y a que les pays africains qui le sont? La différence, c'est que les autres pays ont des dettes qui sont beaucoup plus internes. Ça reste dans le cadre, on peut dire, familial. C'est là toute la différence. Et c'est la dette pour produire. Pour produire, et ce n'est même pas la dette pour consommer. Qui n'est pas victime de la volatilité des taux d'intérêt. C'est là toute la d'intérêt. différence avec les autres pays. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui la France a en difficulté parce que 60% de sa dette, elle est étrangère. Et ça, c'est une chose. Et maintenant, un autre élément, Stéphane, c'est que, à mon sens, en guise de proposition, je pense que de manière simultanée, on peut déjà repenser un système éducatif et en même temps penser à une production locale. Parce que pourquoi est-ce qu'on consomme ce qui vient de l'extérieur? Mais ça part d'abord du conditionnement éducatif. Il faut repenser un système éducatif en fonction d'une vision que l'on s'est fixée au préalable. 1. 2. Il faut fortement lutter contre la corruption. Pas vraiment les institutions qu'on met sur pied qui, dans le fond, ne servent pas à grand-chose. Et de quoi, Stéphane? Un pays qui veut se lancer, se développer, mais je pense qu'on peut mettre sur pied des mécanismes tels que vous mettez quelqu'un à un poste, mais si après 2 ans, il ne produit pas les résultats, mais on le change. Mais c'est simple, on le change, puisqu'il y a tellement de compétences qui sont là. Il y a des évaluations qu'on doit faire. Il y a des évaluations qu'on peut faire. À mi-parcours, mais on t'enlève, on met quelqu'un d'autre qui peut peut-être apporter. Tout simplement. Pourquoi est-ce que l'on va tâtonner alors que tout est sous nos yeux, Stéphane? Pourquoi est-ce qu'on doit tâtonner? Nous avons ici au Cameroun des directeurs généraux qui ont déjà fait plus de 20-25 ans à des postes. Et quand on va faire le bilan, on ne voit pas grand-chose. Mais pourtant, il y a des jeunes, voilà les Hongénés qui sont là. Non. Merci Franck Manson. Jean de Dieu, on a de sortir en 2 minutes. J'ai parlé du sérieux de la gouvernance. En fait, le véritable problème, c'est que ce que Franck dit est important, mais ceci est plombé par le fait que en Afrique centrale et en Afrique en général, le parti est dominant sur la gouvernance. Le parti. Les gens qu'on nomme... Le parti du président. Oui, le parti du président est prédominant. Je dirais même, ça devient comme un
un levier de manipulation de la gouvernance. Dans le sens que ceux qu'on nomme, on ne les nomme pas en fonction des compétences, même s'ils sont compétents. Quand ils arrivent au poste, ils ne sont plus là en fonction de la compétence. Ou de la vision. Ou de la vision. Ils sont là en fonction de ce qu'ils ont représenté le parti. Ce que je dis est pour... c'est la même chose au Congo, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Congo démocratique, au Gabon et partout. C'est le parti qui fait l'administration. C'est encore le parti. Parce que les fonctionnaires tiennent leur poste par le parti. La sanction, non plus parce qu'ils sont compétents. Et même la gouvernance. Le docteur Mbok a parlé d'un cabinet, shadow cabinet. Les shadow cabinets sont quoi? C'est des endroits, c'est des cabinets où on façonne l'idéologie. On mène des réflexions stratégiques. Des réflexions stratégiques. Vous voyez que ce n'est pas, par exemple aux États-Unis, dans la gouvernance, l'administration actuelle, ce n'est pas le parti républicain qui réfléchit. Effectivement. On se entoure d'un cercle qui façonne l'idéologie et impulse cela au niveau du parti. Et leur disant, voici là où nous allons pour atteindre tel but. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise, parce que ça ne nous plaît pas, on peut aller ramasser un président dans un État souverainement, parce que le shadow cabinet a décidé que nous allons le prendre pour avoir le pétrole. Ça. Et c'est la même chose dans nos États. On vous a compris. Permettez-moi de suivre. Il est important que... On ne va pas vous permettre, puisque Jean-Moïse Mbok va dire un mot, il va dire un mot et on va conclure. Ok, ça va. Donc, on vous donne les 2 dernières minutes, on conclut. 21h30. Mais, écoutez Stéphane, je suis très honoré d'être sur un plateau comme celui-ci en tant qu'homme politique. Parce que finalement, et c'est Machiavel qui le disait, tout n'est pas politique, mais la politique s'occupe de tout. La politique finalement gère tout. Donc nous sommes dans un contexte où les hommes politiques doivent mesurer l'ampleur et l'importance de leurs responsabilités. Les défis sont nombreux. Il y a une élection au Congo, il y a des législatives au Cameroun dans quelques semaines, pratiquement. Ça veut dire que vous serez une fois de plus face à vos responsabilités. Effectivement, les hommes politiques aujourd'hui doivent comprendre que c'est eux les véritables libérateurs des nations. C'est eux qui sont supposés porter une organisation, une dynamique et rassurer les populations en s'entourant des personnes qui sont capables d'atteindre les objectifs. Il faut que l'impunité s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'une vision soit définie, soit clairement définie, avec des échéances. Et qu'on n'ait pas peur d'enlever quelqu'un en poste. Il faut que l'esprit du poste éternel soit détruit en Afrique. Le remaniement, c'est une chose. La vision, c'est une autre. Moi, je suggère aujourd'hui que le chef de l'État... Vous ne percevez pas le pays quasiment à l'arrêt au Cameroun? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vision, Stéphane. Vous savez... Ce spectre du remaniement vous savez, qui ne vient pas? Stéphane, quand il y a une vision qui est expliquée, qui est suivie, et qui sait qu'il y a une coercition autour, et on rend compte au peuple, personne ne s'amuse. Les ministres aujourd'hui peuvent s'amuser parce qu'ils rendent compte à qui? C'est ça le problème. Mais si vous créez un système où chaque 3 mois, le ministre des Finances, le ministre de ceci, le ministre de cela, doit venir à la télé expliquer aux Camerounais à quel niveau il est dans la vision qu'on lui a confiée. Ça change tout. Merci. Il faudrait qu'on change notre logiciel de fonctionnement de la nation. Stéphane, on doit produire. Et pour produire, il faut s'entourer des experts qui ne sont pas là pour parler le gros français. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain et on les évalue à partir de cet endroit-là. L'Afrique est tellement riche, on a toutes les richesses. Laissons l'Occident tranquille, nous-mêmes, mettons la main à la pâte. Merci Jean-Moïse Mbok, c'est pas une quasi-prophétie ou alors un constat prophétique. Votre constat que nous mettons un terme à cette édition de Ouro Africa. Grand merci à vous qui nous avez suivis de par l'Afrique, de par le monde. Vos contributions nous ont rappelé la tâche et l'immensité, la responsabilité qui est la nôtre chaque fois que nous prenons la parole en ces lieux, lundi dès 21h, comme vous avez de coutume. Vous ne bougez pas, les programmes d'Info TV se poursuivent. Donnons-nous rendez-vous, comme annoncé, lundi prochain, donc il sera 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Lele,